Vous devez retrouver sur Digital Congo Télévision et FM pour ce nouveau numéro du magazine Plateau spécial qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Rodrigue Ramazani, qui est porte-parole adjoint du parti politique Envol que dirige le député national Deli Sesanga. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour Madame Erita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va devoir évoquer toutes ces questions d'actualité qui défraient la chronique au pays. Il y a notamment le procès Caméré et consort, la déchéance de Jean-Marc Kabound de son poste de vice-président du bureau de l'Assemblée nationale et enfin la gestion de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Alors, d'entrée des jeux, comment se porte votre parti politique, l'Envol? Merci beaucoup, Madame. Le parti politique Envol, comme vous l'avez dit, dirigé par l'honorable Deli Sesanga, le parti se porte très bien, d'autant plus que durant cette année électorale, le parti Envol n'a plus un seul député qui était l'honorable Sesanga. Aujourd'hui, nous avons 6 élus. Et du point de vue de l'implantation du parti, le parti est suffisamment implanté. Et encore, vous savez, cette crise de coronavirus a fait en sorte que beaucoup de partis qui se nourrissent du populisme et de la folie de la foule se sont tus, d'autant plus que les mesures édictées par l'état d'urgence ne leur permettent pas de faire des actions politiques, mais le parti Envol. Vous, le parti J'en arrive. Vous avez un boulevard ouvert? Le boulevard ouvert, tout à fait, parce que au-delà du fait que nous sommes capables de mobiliser nos militants ainsi que la population, mais nous démontrons aujourd'hui que la politique ne se fait pas seulement sur base de masse, mais encore sur base des idées. Aujourd'hui, en termes des idées, en termes de propositions, en termes de démonstration de l'évolution du pays, les partis Envol démontrent à suffisance que la politique, ce n'est pas seulement le sensationnel, la politique, c'est d'abord les idées. Alors, vous vous situez de quel côté? L'Envol est un parti de l'opposition ou un parti de la coalition Cash? Non, le parti Envol est un parti de l'opposition. Nous faisons ce qu'on appelle l'opposition, que nous appelons l'opposition constructive. Et de deux, l'opposition dans ce pays, pour le faire, il faut le faire conformément à la loi. La loi portant statut de l'opposition, une loi écrite par l'intelligence de l'honorable Deli Sesanga depuis 2007. Donc nous faisons une opposition constructive. Il s'agit là. C'est quoi une opposition constructive? Voilà. Parce qu'il y en a quand même plein, les dénominations de l'opposition au pays. Il y a l'opposition républicaine et là, c'est l'opposition constructive. Oui, l'opposition républicaine, évidemment, ça existe. L'opposition républicaine, c'est cette opposition qui respecte la loi. Cela est défini même dans cette loi que j'appelle la loi Sesanga. Cela est défini. C'est une opposition qui est différente de ce qui se faisait avant, l'opposition radicale. N'oubliez pas le méfait de l'opposition radicale dans notre pays. Plusieurs entreprises sont parties, les jeunes sont chômeurs aujourd'hui, les licenciés traînent pratiquement à la maison avec leur diplôme. C'est pourquoi, dans le cadre de la loi portant statut de l'opposition, l'on parle de l'opposition républicaine qui est une opposition qui s'est fait conformément à la loi. Et lorsque nous ajoutons l'opposition constructive, il s'agit d'une opposition non seulement qui critique, mais aussi qui propose des solutions pour le bien-être de la nation. L'opposition n'est pas seulement là pour imaginer comment mettre le pays KO pour que les investisseurs ne viennent pas. Non, l'opposition est surtout là pour dire au pouvoir, attention, vous venez de promulguer une ordonnance portant création d'une agence contre la corruption. Cette ordonnance est inconstitutionnelle. Attention, attention. Et là, on a vu l'Envol le faire. Aujourd'hui, le président de la République n'a jamais promulgué cette ordonnance qu'il avait pourtant... il n'a jamais publié au journal officiel cette ordonnance qu'il avait pourtant publiée. Donc, ça veut dire c'est une opposition constructive. Nous critiquons et nous avons proposé la voie de la loi. Et aujourd'hui, l'honorable Thomas Lokondo a fait adopter au niveau de l'Assemblée nationale une loi qui crée cette agence contre... portant lutte contre la corruption. C'est ça l'opposition constructive. Alors parmi les solutions, parce que vous dites que vous êtes une opposition qui propose des pistes de solutions, vous avez récemment initié une pétition pour la révision de la Constitution. Où en êtes-vous avec la démarche? Oui, aujourd'hui je tiens d'ailleurs à travers votre caméra
saluer ceux-là qu'on appelle le soldat de la Constitution, le gardien de la Constitution, qui ont décidé d'accompagner notre pétition. Oui, la pétition a reçu beaucoup de signatures de nos compatriotes, mais malheureusement, la crise sanitaire, mais aussi les mesures barrières qu'il faut respecter, ont envie de gérer cette crise pour éviter la propagation du contingent. C'est qu'il faut dire, la signature, nous l'avons reçue, c'est très bien. Nous attendons la fin de la pandémie, la fin de cette crise, pour évoluer avec la démarche. Mais ici, je tiens à saluer les Congolais et les Congolaises qui ont décidé d'accompagner, et désormais, ceux-là sont des soldats de la Constitution. Merci, monsieur. Des soldats de la révision constitutionnelle, allais-je dire. Merci, monsieur Ramazani. Alors, on va parler du procès Caméré et consorts. Vous avez suivi avec attention ce procès qui se déroule d'ailleurs, mais les jeudis, on a mis fin à l'instruction. Alors, qu'est-ce que vous retenez des premières audiences? Oui, ce que je retiens aujourd'hui, après avoir suivi l'instruction, ce que je peux retenir est que le procès Caméré, comme vous le dites, en réalité, c'est le procès du programme de 100 jours du chef de l'État. C'est surtout le procès de la mauvaise gouvernance, c'est surtout le procès de la malversation financière. Pourquoi je le dis? Vous savez, le vrai problème de ce procès est que tous les instruments juridiques en la matière ont été violés. Violés pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un procès qui pouvait être évité si les lois de la République ont été respectées, commençons par la Constitution. Vous savez, le programme de 100 jours, madame, c'est le programme de politique, c'est un programme de politique publique. Et conformément à notre Constitution, dans son article 91, le programme de politique publique est conçu par le gouvernement en concertation avec le président de la République, mais c'est le gouvernement qui endosse la responsabilité de la conduite de ce programme de politique publique. Et pourquoi il endosse la responsabilité? Parce qu'il y répond devant la représentation nationale, à l'occurrence l'Assemblée nationale. Mais ici, dans le cadre de ce programme de 100 jours, le président de la République a conçu un programme, il a mis en place une forme de gouvernement parallèle qui était en train de suivre... Peut-être parce que le gouvernement qui était là était démissionnaire. J'en arrive. Pour suivre l'exécution de ce contrat et à l'exécution, nous sommes de ce programme, à l'exécution, nous sommes à ce procès qu'on pouvait éviter. Parlons de cette histoire de gouvernement qui était, entre guillemets, illégitime. Je l'ai aussi écouté au niveau de l'Assemblée nationale. Mais cette considération est d'ordre politique. Mais cela n'a rien à voir avec les normes juridiques. C'est politique. Parce qu'on crie état de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement le fait de retrouver les directeurs du cabinet devant les juges. Mais non, l'état de droit, c'est d'abord le respect des textes, le respect des textes par tous. Nous sommes tous égaux devant la loi. Rien ne justifie au président de la République de prendre les compétences qui ne sont pas siennes et de commencer à exécuter et de commencer à travailler sur base d'une violation constitutionnelle. Peu importe. On va nous dire qu'il y avait urgence. Non, madame. Quelle urgence? Est-ce qu'il y avait nécessité? Parce qu'ici, dans ce pays, on pense que l'urgence, en suivant tout ce que je rencontre, que l'urgence a commencé avec le programme de 100 jours. Non, dans ce pays, au 1+4, on a connu le programme multisectoriel d'urgence. Ce n'est pas nouveau. Mais est-ce qu'il y avait nécessité? Mais je pense que y avait nécessité parce qu'au Congo tout est nécessité, hein. La santé, les infrastructures. Deuxième question qu'il faut se poser lorsque vous analysez l'urgence dans une politique publique. Deuxième question, est-ce qu'il y avait opportunité? Non, il n'y avait pas opportunité. Il fallait attendre l'arrivée d'un gouvernement. Rien ne justifie aujourd'hui, au nom de l'état de droit, qu'il faut violer les lois de la République. On a vu le gouvernement est arrivé quelques mois plus tard. Est-ce qu'il fallait continuer à attendre ce gouvernement-là? Mais le président ne devait-il pas se mettre au travail en attendant l'arrivée, mise en place d'un nouveau gouvernement? Écoutez, madame, je veux prendre deux aspects. Première chose, je veux prendre d'abord la question de 100 jours. Lorsqu'on parle 100 jours
dans l'accession au pouvoir d'un dirigeant, c'est pas seulement au Congo, on le voit partout. Ce n'est pas forcément la construction des infrastructures. Est-ce qu'on avait besoin de saute-mouton? Est-ce qu'on avait besoin de maisons préfabriquées? Non. Les 100 jours, pour ceux qui connaissent cette notion de 100 jours en sciences politiques, parle plutôt de réformes structurelles. Et non en termes de décaissement d'argent de l'État par des moyens non légaux, non réguliers. N'est-ce pas? C'est d'abord de réformes structurelles. C'est ça la notion de 100 jours. Mais malheureusement, ici, il s'agissait plutôt d'une motivation autre. Je crains que ça soit une motivation de prendre le frais ou encore l'argent du contribuable qui logeait à la Banque centrale du Congo et d'en faire tout ce que nous sommes en train d'écouter. En suivant ces procès, vous allez constater qu'en réalité, il s'agit d'un procès de la malversation financière et de la mauvaise gouvernance. Et justement, c'est comme ça qu'on dit qu'ils sont poursuivis pour détournement de fonds alloués à l'exécution de ces travaux. Alors, à vous entendre, on comprend très bien que vous relevez le fait que ce procès vient mettre à nu les non-respects de règles en la matière, par exemple des passations de marché publics, et les dysfonctionnements qu'il y a, et même la confusion qui règne au sein de l'institution présidence de la République. Mais c'est pas moi, madame, c'est pas moi. C'est tous les Congolais qui ont suivi, qui ont constaté cela. C'est tous les Congolais qui ont constaté qu'il y avait dysfonctionnement au sein de la présidence de la République. C'est un problème sérieux. Madame, soyons cohérents avec nous-mêmes. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de ce procès 100 jours. Je le dis et je le répète. Si le directeur du cabinet du chef de l'État doit engager sa responsabilité pénale parce qu'il a eu à détourner, encore qu'il faut reconnaître qu'il bénéficie de la présomption de l'innocence, mais encore, il a aussi non seulement la présomption de l'innocence, le droit de la défense, il faut le lui reconnaître, il doit engager sa responsabilité. Mais ici, en tant que citoyens, nous devons pousser loin notre réflexion. Notre réflexion, nous devons le pousser loin. Pourquoi? Parce que nous devons aussi nous poser la question ici. Est-ce qu'il faut seulement que ce soit le directeur de cabinet, alors que le directeur de cabinet, ce n'est pas lui le concepteur du programme de 100 jours, ce n'est pas lui qui endosse le programme de 100 jours, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, président de la République, qui est le concepteur de ce programme, c'est lui qui a mis en place cette équipe pour conduire le programme de 100 jours. À un moment donné, si l'on estime que le chef de l'État ne doit pas engager sa responsabilité du point de vue de droit, si l'on estime cela, mais néanmoins, il est quand même important aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme pour que la population qui a voté le chef de l'État, le président de la République, que nous avons d'ailleurs soutenu, vous l'avez dit au début de cette émission, à qui nous, on a donné le mandat du peuple, qui puisse répondre de sa responsabilité politique devant cette population. Et la responsabilité politique du chef de l'État, il va le répondre devant le peuple en 2023. Il est quand même écœurant que pendant 2 ans dans un cabinet présidentiel, et pendant ce temps-là, l'argent de l'État a été dilapidé, mal décaissé, le chef de l'État était là en train d'observer. Il y a 2 choses qu'il faut se dire. Soit le chef de l'État savait que ses collaborateurs prenaient de l'argent de l'État pour d'autres fins, ça veut dire, dans une certaine mesure, le chef de l'État n'est-il pas, on se pose la question, complice? Si ce n'est pas le cas, s'il faut lui donner ce bénéfice de doute, si ce n'est pas le cas, ça veut dire de l'autre côté, il y a un problème dans la gestion de son équipe, pas du pays, dans la gestion de son équipe. Alors, nous qui lui avons donné ces mandats, l'on se dit, à un moment donné, le chef de l'État doit répondre néanmoins de sa responsabilité politique. Et cette responsabilité politique, le chef de l'État va y répondre en 2023 devant le peuple. Que le peuple congolais garde cette histoire du procès 100 jours comme un des éléments de bilan négatif de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République. Vous auriez souhaité que Félix Tshisekedi soit mis en cause parce qu'étant les concepteurs de ce programme? C'est ça que je dis, je le prends sur 2 volets. Parce que la mise en accusation du chef de l'État, comme vous le savez, c'est toute une procédure. Si du point de vue de droit, l'on estime, du point de vue de la sacralité du pouvoir, le chef de l'État ne doit pas y répondre. Mais est-ce que la population que nous sommes, nous qui lui avons donné ces mandats, n'avons-nous pas aussi le droit de juger celui que nous, on a engagé? C'est la population qui l'a engagé.
C'est la population qui a fait du président Félix Tshisekedi chef de l'État. Mais nous qui lui avons donné ces mandats, on a le droit de nous poser la question s'il est capable de conduire effectivement l'avenir de toute une république. Et cette responsabilité, je le dis, il va y répondre en 2023. C'est pourquoi j'invite la population congolaise de rester éveillée sur cette question de gestion. Je sais pourquoi j'ai insisté sur cette question-là. Alors, Vital Kamerhe répète qu'il agissait au nom du président de la République. Pour vous, ça veut dire quoi? Il agissait au nom du président de la République. C'est le directeur du cabinet. C'est que ça veut dire. Je suis dans l'équipe du président. Je n'agissais pas pour mon compte. Je n'agissais pas seul. J'agissais parce que je recevais des instructions. C'est pourquoi, dans le cadre de la responsabilité, je reviens là-dessus, il faudrait analyser les deux aspects de responsabilité dont je parlais. Si du point de vue de droit, le chef de l'État ne peut pas engager sa responsabilité, mais du point de vue politique, la population doit arriver à un moment donné, en 2023, à sanctionner ces comportements. Alors, vous avez suivi les différentes dépositions des témoins. Au regard de ce tableau-là, vous pensez que Vital Kamerhe a les chances de s'en tirer? Je suis juriste de formation. Vous savez, nous sommes en plein... L'instruction a pris, je crois, a pris fin après audition de témoins hier. Les avocats sont allés préparer leur plaidoirie. Il est précoce aujourd'hui de dire que Vital Kamerhe va s'en sortir ou pas, parce que la décision de juge revient de leur intime conviction et aussi le moyen de preuve qui sont mis à sa disposition. Il faut attendre la décision finale de juge pour que finalement nous puissions donner un commentaire là-dessus. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est ce que nous constatons, nous les partis en vol, parce que d'ailleurs le 26 mai, lorsqu'on a fait notre déclaration politique, on a décrié cela, l'on constate que le pays est plongé dans une forme de distraction. Alors parce que tout le monde a les yeux braqués sur ce procès. Je vous le dis, madame. Et on oublie peut-être l'essentiel. Le pays est plongé dans une forme de distraction au moment où le peuple est en train de souffrir et est en train de mourir. Parlons de la situation sécuritaire du pays, madame. Parlons de la situation sécuritaire du pays. À cet instant où je vous parle, il y a résurgence de la violence en Ituri. Le Codeco font leur fête à notre population, malheureusement. Et pendant ce temps, la population et la classe politique, ils sont dans un truc de destitution, ils sont dans une histoire de procès de détournement. Pendant ce moment où je vous parle, madame, il y a persistance de l'insécurité au Nord Kivu. Et pendant ce moment, la population et la classe politique et la classe dirigeante, ils sont embrouillés dans autre chose. Au moment où je vous parle, madame, il y a démultiplication de groupes armés. Mais on ne dit rien. Mais ce n'est pas fini, madame, parce que nous parlons de la sécurité. Au moment où encore je vous parle, il y a menace de notre indépendance et il y a menace de notre intégrité du territoire. Pourquoi je le dis, madame? Si vous allez, je crois qu'on nous suit jusque là-bas, vous allez dans le Tanganyika, précisément dans le Tanganyika, précisément dans les territoires de Moba ou dans le groupement, dans la frontière qui est au groupement de Muliro, l'armée zambienne a fait incursion dans notre territoire. Ils sont là, une affaire de 2000 et quelques hommes bien armés. Ils sont là sur notre territoire. Il n'y a pas longtemps, la société civile de Lukala a dénoncé l'incursion de l'armée angolaise. Mais ce n'est pas encore fini. Je suis un député national dénoncer l'incursion de l'armée centrafricaine sur notre territoire. Mon Dieu! À l'époque du maréchal des Grands Zaïre, pensez-vous vraiment que tous ces États, notamment la République centrafricaine, pouvaient se permettre de venir danser sur notre territoire? Et ce n'est pas fini. Le Rwanda. Mais nostalgique parce que c'est la période où le Congo était fort. Le Congo démontrait qu'il était encore grand. Il ne suffit pas de dire que nous sommes le Grand Congo et que je veux un Grand Congo. Il faut démontrer en réalité que nous sommes le Grand Congo. Mais aujourd'hui, le Rwanda et le Burundi, n'en parlons pas, au Nord Kivu, ils font ce qu'ils veulent. Mais nous nous posons la question, le chef de l'État pendant sa campagne, il a fait une grande promesse de campagne. Je parie même, c'est une des raisons que la population lui a donné ses mandats. Il a promis à la population de Nord Kivu, mieux de l'Est, qu'il va déplacer l'état-major pour l'amener à l'est du pays. Certainement, il a constaté lui-même que c'était une promesse de campagne, mais malheureusement, c'est une action qui est dans son passif. Le peuple attend. Au moment du bilan, nous allons évaluer. Et après, madame, le chef de l'État, il n'y a pas longtemps, il a fait encore un déplacement
pour aller vers Béni Boutembo. Il a fait le tour là-bas. Malheureusement, il était encore pendant sa période de promesse et d'où il s'est rebuffé pour dire que la 2020 sera une année d'action. Mais malheureusement, malgré ses promesses de sécurité à la population de Béni Boutembo, cette population vit encore dans l'insécurité. Donc, nous sommes dans cette distraction. Pendant ce temps, il y a l'insécurité qui bat son plein sur notre territoire national. Est-ce qu'on se rend compte même de la destruction du tissu économique? Pendant ce temps, écoutez, la classe dirigeante nous parle de quoi? Procès en jour, où nous écoutons des conseillers spéciaux passer pour nous rencontrer comment est-ce que les cabinets du chef de l'État n'est pas assez structurés et organisés. Ce n'est pas moi, c'est ça les membres de la présidence qui ont fait toutes ces déclarations. Le pays se dégrade. La situation économique des Congolais, madame, le pouvoir d'achat des Congolais. Aujourd'hui, les dollars se négocient au Congo à 1950 francs congolais. Est-ce que ça nous dit quelque chose encore? Les unités, le crédit, les opérateurs de cabines téléphoniques le vendent déjà à 2000 francs congolais. Est-ce que l'on se rend compte que le FMI a projeté le PIB mondial à moins 2,2%? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Mais pendant ce temps, madame, nous sommes en train de suivre cette série novelas, ces procès qui se voient comme un match de football. S'il vous plaît, madame, c'est pourquoi l'envol a tiré la sonnette d'alarme. Il a demandé à la classe dirigeante et à la population de quitter la distraction parce que ici, notre population souffre et meurt. Merci, M. Ramazani. On va progresser, mais je vais quand même revenir au procès parce que c'est de ça qu'on parle. Il y en a qui estiment que c'est un procès politique au regard de la configuration actuelle. Vous partagez cet avis-là? Procès politique, non. Procès judiciaire ou affaire judiciaire, je crois que libre à ceux qui dirigent. Ils sont en train de diriger, ils doivent tirer toutes les conséquences de leur gestion. Et ce que nous martelons aujourd'hui, c'est les désordres, c'est la mégestion, c'est la malversation financière, la gâchis, la gabegie, tout ce que nous avons combattu. Vous savez, c'est à cause de tout ça que nous, on a combattu l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Moi, je suis un des jeunes de la jeunesse du Rassemblement. Nous, on a pris des risques énormes pour nos vies, pas pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre ces scandales, ces scandales d'État. Non, on n'a pas combattu pour ça. On a combattu pour le changement. On a combattu pour l'alternance. Oui, je tiens à le dire aujourd'hui, ces procès, c'est le procès de la malversation financière. Ces procès, c'est le procès de la gabegie, c'est du gâchis. Et je me pose la question, est-ce que les gens se rendent compte au moins qu'aujourd'hui, l'État est presque désacralisé, l'autorité de l'État n'existe même plus? Madame, ce sont des choses trop sérieuses. Et je tiens ici à interpeller la population en général. La population en général d'être prêt pour les bilans. Les bilans se feront en 2023. Si on vous demandait de tirer les leçons de ce procès, qu'est-ce qu'on peut retenir en gros? Ce qu'il faut retenir en gros, c'est le respect de la loi. On n'est pas au-dessus de la loi parce que l'on est devenu président de la République ou directeur du cabinet du chef de l'État. La loi doit être respectée, de la Constitution jusqu'au règlement. N'est-ce pas? Tout doit être respecté. Ce que nous vivons aujourd'hui, bien qu'extampillé sous le sceau de l'urgence, non, pas du tout. Il ne faudrait pas mettre les dérives autoritaires et la méconnaissance de l'appareil de l'État en donnant le sceau de l'urgence à chaque document, bien que n'ayant pas obtenu... Pour vous, le gros du problème, c'est le non-respect des textes. En gros, c'est la violation de la loi, c'est la méconnaissance de l'appareil de l'État. Voilà. On va prendre le deuxième sujet, c'est la déchéance de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président au bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez dit tout au début de cette émission que l'envol avait 6 députés. Vous, en tant que parti politique qui a aussi ses élus à l'Assemblée nationale, quelle lecture avez-vous faite de ce feuilleton-là à l'Assemblée nationale?
Bien que pour nous, les partis en vol, tout ceci constitue encore une distraction de la population parce qu'on en a donné tellement de l'importance que les vraies questions de la nation pendant ce temps-là n'ont pas été traitées. Je vais en arriver. Imaginez, je suis à l'Assemblée nationale. Je suis à l'Assemblée nationale. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Vous savez que jusqu'à ce jour, l'audition du rapport de la CENI n'a pas été faite et la possibilité d'imaginer le changement de ces animateurs n'a pas été faite. Savez-vous que, madame, jusqu'aujourd'hui, l'on ne sait pas encore dans quel mode nous allons aller aux élections? Est-ce qu'il faut enclencher le processus du recensement ou nous allons aller vers l'enrôlement? Ce sont de vraies questions de la nation qu'il faut à un moment traiter. Mais malheureusement, comme l'Assemblée nationale, nous sommes tombés dans la distraction. On a fait de ça une affaire d'État. Non, écoutez, pour revenir à votre question, madame, vous savez, il s'agit ici d'une question de responsabilité politique. Dans ce pays, à un moment donné, nous devons construire, pour tous ceux qui gèrent, la notion de la redevabilité. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale déchu a fait une déclaration publique disant que le Congrès coûterait 7 millions de dollars. Tous, moi je suis de l'opposition, j'ai dit c'est un courageux, c'est très bien, il faut y aller, nous avons besoin de personnes comme lui. Mais après une déclaration, il faut avoir le moyen d'explication, il faut venir vers les élus qui ont élu le président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui du reste est déchu de ses fonctions. Ce sont les élus. Un élu, à l'occurrence Jean-Jacques Mamba, saisit officiellement le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour lui demander des explications, parce que avant ça, il y avait déjà eu un premier congrès. On n'a pas écouté le premier vice-président déchu revenir pour nous donner les montants du budget. Mais pour le deuxième qui s'est préparé, il a quand même pris le courage de dénoncer cette histoire. Nous sommes tout à fait d'accord avec lui, mais il fallait venir pour y répondre. Malheureusement, ce dernier ne répond pas. Il a engagé sa responsabilité politique. Le député Mamba a décidé de saisir l'Assemblée nationale conformément au règlement d'ordre intérieur afin de le déchoir. C'était un combat politique et non un combat... Et l'Envol a soutenu la démarche. Je sais pourquoi vous en parlez. Oui, le secrétaire général du parti, Jean-Marc Mambidi Koloboro, a signé cette pétition. Il a signé cette pétition. Si je ne dirais pas que c'était une action qui venait du parti, mais il ne faudrait pas oublier que le mandat parlementaire est représentatif et non impératif. Donc, il a pris les responsabilités. Certainement, son action parlementaire, répondait aux attentes de sa base. Et moi, je ne trouve aucun inconvénient, d'autant plus que, à mon sens, cette sanction est venue juste à point nommé pour sanctionner un dirigeant à l'Assemblée nationale qui n'a pas voulu répondre de ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, il s'agit de la redevabilité devant les élus. Alors, est-ce qu'au niveau de l'Envol, il y avait un mot d'ordre dans ce sens-là? Non, au niveau du parti, il n'y avait pas un mot d'ordre. Le secrétaire général de mon parti, l'honorable Jean-Marc Mambidi Koloboro, a agi en toute indépendance parce qu'il s'agit là d'une action parlementaire. Le mandat qu'il a, ce n'est pas un mandat impératif du parti, c'est un mandat qui représente sa base. Si l'action qu'il a menée est en conformité avec sa base, moi je ne trouve aucun inconvénient, en tout cas c'est du point de vue personnel, mais cette action n'a pas reçu un mot d'ordre du parti. Alors aujourd'hui, Jean-Marc Kabou ne reconnaît pas sa déchéance et compte porter plainte. Vous pensez que ça peut aboutir? Madame, vous savez, à un moment donné, je ne dirais pas qu'il faut être sérieux, je dirais plutôt qu'il faut être responsable. Les mandats, ceux qui donnent au mandat, sont les élus. Les élus ont décidé de les déchoir de ces fonctions. Mais même si les règles du jeu ne sont pas respectées? Écoutez, il s'agit, vous savez, en politique, dans des fonctions politiques, c'est d'abord une question de confiance. C'est d'abord une question de confiance. Il faut arrêter de faire de la politique politicienne. Il faut faire de la politique avec raison. On n'aime pas, nous, on l'envole, on n'aime pas la politique sensationnelle. La politique doit être assise sur base des raisons. Aujourd'hui, Jean-Marc Kabund, parce que je n'aime pas trop citer les noms de personnes, je vais revenir en disant le premier vice-président de l'Assemblée nationale déchu, a engagé sa responsabilité devant l'Assemblée nationale et les élus ont décidé de le bouter dehors.
Il pouvait bien démissionner, mais il a attendu qu'on puisse le virer. Il a été viré et il a engagé sa responsabilité. Ce combat-là ne mènera à rien. Et d'ailleurs, j'aurais appris que le bureau de l'Assemblée nationale, très bientôt, va publier les calendriers pour l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale. On ne doit pas s'attacher aux fonctions. Et donc, son sort est déjà scellé. On ne doit pas s'attacher aux fonctions à tout moment. À un moment donné, il y a une question d'honneur et de respect. Et moi, je pense que ça va de sa responsabilité de se comporter en homme d'État. L'Assemblée a décidé, il faut simplement laisser cette place à quelqu'un d'autre de sa famille politique, ou je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de l'Assemblée nationale, mais ici, j'ai fait plus appel à son sens d'homme d'État pour ne pas se mettre dans des situations très compliquées. Parce que, soyez-en sûrs, les élections à l'Assemblée nationale se feront, encore qu'il faut noter qu'il y a séparation du pouvoir. Il s'agit là d'une action parlementaire. Il s'agit là d'une action parlementaire qui va continuer, qui va évoluer. Même si elle est biaisée. Les problèmes parlementaires, conformément au règlement d'ordre intérieur, les différents parlementaires se règlent au niveau de l'Assemblée nationale, pas en dehors. Ok, on va prendre les tout derniers sujets. Vous en avez déjà fait mention au cours de votre déclaration politique il y a peu. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a franchi la barre des 3000 cas des personnes testées positives à la Covid-19. Comment vous trouvez la gestion de cette pandémie en RDC? Oui, parce que nous parlons du coronavirus, la première des choses ici, il faut dire que l'on va réitérer sa confiance au docteur Muyembe, qui a fait preuve plusieurs fois de son intelligence dans la conduite de pandémie dans notre pays. C'est un des techniciens de valeur que nous avons. Et autre chose, il faut dire, dans le cadre de la conduite de cette pandémie, il se pose un problème, parce que nous avons constaté que les personnels soignants sont abandonnés à leur triste sort, parce que chaque fois que je suis les médias locaux, j'écoute les syndicats des infirmiers, les syndicats de médecins se plaindre qu'ils font ce travail sans motivation, et de deux, ils n'ont pas d'outils de travail adéquats pour se protéger contre la pandémie. Il n'y a pas longtemps, je crois, à la clinique quinoise, ou clinique universitaire, entre les deux, il y a eu une affaire de 15 personnels soignants qui ont été infectés par la pandémie. N'est-ce pas? Ça veut dire, à un moment donné, il se pose un problème à ce niveau-là. Deuxième chose, ce que nous avons constaté, c'est la communication. Nous avons comme l'impression que le gouvernement n'a pas de leadership dans la conduite de cette crise, notamment dans la communication. La communication de cette pandémie ne doit pas se limiter à comptabiliser le nombre de personnes infectées, à comptabiliser de morts, décès, à comptabiliser de cas guéris. Mais la communication doit aussi s'orienter dans le sens où on doit dire à la population comment est-ce que ceux qui sont infectés sont pris en charge. La prise en charge de malades, on en parle un peu. Autre chose, pour le cas par exemple de la population vulnérable, on n'en parle pas. Comment est-ce que la population vulnérable est reçue? Pendant ce temps, nous le savons tous que les institutions internationales ont donné des dons. J'aurais même appris il n'y a pas longtemps que la BAD a envoyé une affaire de plus de 1 million de dollars. J'aurais appris que le FMI a envoyé une affaire de 400 millions, sans compter les particuliers, parce que nous parlons de particuliers. L'honorable Sesanga avait cédé ses émoluments allant du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas longtemps, pour soutenir aussi le personnel soignant, l'honorable Sesanga a fait un don de masques FPP1, de masques FPP2, de gants stérilisés, non stérilisés, mais aussi pour soutenir le malade, l'honorable Sesanga a donné 1 tonne de gaz, 1 tonne d'oxygène pour soutenir le malade. C'est ça. Comment est-ce que la population vulnérable est gérée? Où partent ces fonds-là? C'est la traçabilité. C'est ça le problème. C'est pourquoi nous disons il faut que le gouvernement puisse récupérer le leadership dans la conduite de cette pandémie afin de rassurer
la population qui est apparemment dans le désespoir. Parce que lorsque nous regardons ce qui se passe dans nos cités, moi je vis à Kinshasa évidemment, dans la commune de Bandalungwa, lorsque je regarde ce qui se passe dans la cité, je comprends qu'il se passe un problème. Le problème est que le gouvernement ne rassure pas la population qu'il a la chose en main. Les décisions gouvernementales manquent de rigueur. Le gouvernement lui-même ne sait pas où est-ce qu'il est en train d'amener la population. Et conséquence, on sent même qu'il y a un relâchement dans le respect des gestes barrières. Mais oui, il n'y a pas seulement relâchement dans le respect des gestes barrières, mais le relâchement, c'est même dans le chef. Vous êtes à Gombe, il suffit d'y aller. Il y a des endroits où il n'y a même plus d'eau pour laver nos mains. Ça veut dire même le gouvernement provincial, le gouvernement central, ils se sont relâchés. Ça veut dire ça lance de l'inquiétude au sein de la population. Le gouvernement ne rassure pas. C'est pourquoi l'envol demande au gouvernement de récupérer les leaderships de la communication dans la conduite de cette pandémie, en communiquant effectivement sur les mesures dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge de malades. Oui, par rapport à la prise en charge de malades, je vous informe que le ministre de la Santé a même expliqué que maintenant là, on a un taux de mortalité qui est passé de 10% à 2% parce que justement, on a amélioré la prise en charge de malades et on a quand même renforcé les capacités des structures sanitaires d'accueil. S'il a dit ça hier, je ne peux que m'en réjouir. Parce que moi, mon parti a fait cette déclaration publique. Nous l'avons fait le 26 mai. Si aujourd'hui le gouvernement, comme toujours, s'est mis sur le pas du parti en vol, moi, je ne peux que saluer. C'est très bien, il faut améliorer. Nous ne sommes pas une opposition qui passera son temps qu'à critiquer sans pourtant donner les idées. Je l'ai toujours dit que mon parti a eu le temps de diagnostiquer le problème de ce pays. Et nous avons les thérapies. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, les partis en vol, à travers son président ou à travers le comité national du parti, nous élevons notre voix pour donner la direction à suivre. Si aujourd'hui, ils ont décidé de communiquer, se mettre sur le rang, comme le parti en vol le veut, nous ne pouvons que saluer. Mais nous leur demandons de faire plus, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la population vulnérable. Imaginez, tous nos frères et sœurs qui viennent au centre-ville pour travailler, parce que nous gardons à l'esprit, parce que nous sommes à Kinshasa, nous gardons à l'esprit que le Congolais et surtout les Kinois vivent le jour, et surtout que le centre d'affaires, c'est la Gombe. Nous ne pouvons pas imaginer combien meurent de faim aujourd'hui. Alors que plusieurs fonds sont arrivés, nous ne savons pas comment cela est géré. Donc aujourd'hui, vous réclamez qu'il y ait transparence dans la gestion des fonds alloués à la riposte. Vous savez, dans des pays tels que le Sénégal, j'ai suivi, au Sénégal, on nous démontre clairement comment est-ce que la population vulnérable est prise en charge, où est-ce qu'ils partent s'approvisionner pour soutenir leur famille. Vous savez combien de personnes aujourd'hui à Kinshasa ont perdu leur emploi? Ils sont devenus vulnérables, ils ne savent pas quoi faire. Surtout dans le secteur privé. Aujourd'hui, si la situation persiste, nous craignons qu'il puisse avoir des soulèvements comme je l'ai vu ailleurs dans d'autres pays. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, pour éviter que cette crise arrive, que le gouvernement puisse récupérer ses leaderships, montrer à la population vulnérable comment il doit se diriger pour s'approvisionner, d'autant plus que les dons arrivent venant des institutions ainsi que de particuliers. Alors, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République était favorable à la rouverture de certains espaces publics, notamment les terrasses et les restaurants. Vous pensez que c'est opportun? Est-ce que ça ne peut pas empirer la situation vu que le nombre ne cesse d'augmenter? Vous savez, nous saluons d'abord, nous les partis en vol, parce que nous étions ceux-là. Nous sommes le parti qui a demandé le président de la République à décréter l'état d'urgence, et chose que le président de la République avait fait. Nous avons soutenu nous soutenons l'état d'urgence, évidemment, mais aujourd'hui, depuis le 26 mai, on va évoluer dans sa position en demandant au gouvernement de la République de mettre en place un plan d'allègement de mesures de l'état d'urgence, mais tout en restant prudent. Parce que nous connaissons d'une part la fragilité de notre économie, mais aussi la réalité sociale de notre population. Nous sommes une population qui vit à tout moment en contact
avec l'un envers les autres. Et il faudrait que dans ce cadre-là, le gouvernement de la République pense à l'allègement, mais il doit rester prudent. Je crois qu'il est temps aussi d'y penser à un moment donné, mais il faut vraiment rester prudent. Il faut reconnaître que ce n'est pas toutes les provinces qui sont infectées, mais pourtant, l'état d'urgence touche l'ensemble du territoire national. Donc ça veut dire, dans certaines provinces, l'on peut imaginer de plans de sortie de crise favorables à ça. Alors, vous pensez aujourd'hui que la RDC, après la Covid, peut s'en sortir? Vu que nous avons une économie qui est fragile, vous l'avez dit, ça va être facile pour nous de gérer l'après-Covid? Vous savez, madame, c'est comme si vous parlez vraiment de l'envol. Hein. Vous parlez exactement de notre déclaration du 26 mai, où d'ailleurs, nous avons appelé à toutes nos structures partout dans la République. Aujourd'hui, nous sommes implantés dans 20 provinces. L'envol a demandé à toutes ces structures de se mettre en œuvre pour réfléchir sur la situation après Covid. Je crois que pour la situation après Covid, très bientôt, l'envol, parce que nos structures, nous sommes en contact, nous faisons nos réunions par vidéoconférence avec toutes nos structures, nous sommes en train d'y réfléchir de la situation après Covid. L'envol va sortir très bientôt un plan de gestion de l'État après Covid. Nous ne sommes pas seulement un parti qui critique, nous sommes aussi un parti qui propose. Mais après, parce que nous parlons aussi de la situation économique, vous savez, l'envol au regard de la situation économique, aujourd'hui, les gens aussi en parlent. Mais il y a longtemps, l'envol, ça fait 2 ans durant que l'envol parle de la réduction du train de vie de l'État, parce que nous avons estimé qu'il était inconcevable que l'État puisse prendre 70% de budget et laisser à la population que 30%. D'où l'envol dit qu'il faudrait penser à la réduction du train de vie de l'État. À la différence de ceux qui en parlent aujourd'hui, l'envol ne parle pas de la réduction du train de vie de l'État comme une solution conjoncturelle liée simplement au coronavirus. Non, nous en parlons depuis 2 ans comme une solution structurelle qui doit toucher toutes les structures du pays pour permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens et l'injecter dans le secteur vitaux du pays et pour créer de la richesse. Et raison pour laquelle le parti Envol d'ailleurs milite aujourd'hui pour la mise en place d'un État modeste mais efficace. C'est ça notre combat de chaque jour. Je le continuerai à le dire. Nous avons le temps de diagnostiquer le Congo et nous avons la thérapie. Nous avons des solutions aux problèmes du Congo. Vous avez un beau discours, hein, mais c'est quand même décevant parce que très souvent, on a remarqué avec le politique congolais, il y a toujours un écart creux entre les discours et les actions que vous posez après. On espère que pour le cas de l'envol, ce n'est pas ça. Madame, je peux vous garantir que le Congo, il y a de ceux qui en parlent, il y a de ceux qui le font. Nous faisons le Congo. Nous ne parlons pas seulement du Congo. L'honorable Sessanga, je viens de vous le dire, l'honorable Sessanga a cédé ses émoluments pour soutenir la population. Ça, c'est l'effet pub. Pas du tout. C'est un acte de charité. C'est un acte de charité pour démontrer à la population que nous avons besoin d'un autre Congo. Nous avons besoin de hommes d'État qui pensent d'abord à la population. C'est ça. Il n'est pas le seul député à l'Assemblée nationale. Il n'est pas le seul. Mais il a décidé quand même de venir en exemplarité pour soutenir. Nous ne parlons pas seulement du Congo. Nous faisons aussi du Congo. Lorsque vous parlez de réformes dans ce pays, l'Envol, c'est le parti politique qui a initié plus de réformes dans ce pays que d'autres. Monsieur Ramazani Rodrigue, merci de nous avoir accordé de votre temps pour cet entretien. C'est à moi de vous remercier, madame, parce que vous avez pris votre temps à m'inviter, à prendre considération de ma modeste personne. Je tiens ici à remercier la population congolaise qui, bien que dans de souffrances, il tient bon. Je continuerai à dire à ma population d'y croire. Le Congo, meilleur qu'avant, arrivera. Mais seulement nous devons savoir à qui nous remettons le pouvoir. Voilà, et c'est la fin de ce plateau spécial. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez également cette émission sur Digital Congo FM 106.5 et sur notre chaîne YouTube Rita Bitota. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro et avec beaucoup de bonheur. Merci.